Le mouvement des affranchis. D'où viennent les affranchis? Constituent-ils un groupe homogène? D'après le petit Rousseau, le verbe affranchi veut dire libérer, devenir libre. Dans les colonies françaises, ce terme fut utilisé en 1685 pour qualifier les esclaves qui ont accédé à la liberté. Il existe deux types d'affranchis. Plus de 70% des mulâtres souvent fuient de copulation entre blancs et négresses, et sans doute, dans une proportion moindre, des nègres et des blanches. Ces libres sont nommés par les blancs tantôt mulâtres, de l'espagnol mulatto qui signifie petit mulet produit d'une ânesse et d'un cheval, tantôt sans mêler, tantôt gens de couleur et jaune par les nègres. À partir de la deuxième commission civile, on les appelait citoyens du 4 avril. Et à partir du 29 août 1793, anciens libres pour les différencier avec les nouveaux libres. Plus de 20% des nègres qui avaient obtenu leur liberté ou qui l'avaient achetée, en majorité non propriétaires, ils sont méprisés, ostracisés par les mulâtres soucieux de prévenir leur postérité et leur évaluation. Moreau de Saint-Méry, témoin oculaire, rapporte qu'elle se voyait couverte d'opprobre aux yeux des siens, la femme de couleur, concubine ou épouse de nègre libre. D'après Thomas Madiou, le nombre d'affranchis jaunes et nègres s'élevait à 56 666 âmes, et celui des blancs à 46 000 à la fin de l'Ancien Régime. Cette poussée démographique inquiétait davantage les blancs, vu qu'au point de vue social, des mulâtres ayant fait des études ou parachevé leur éducation en France n'avaient rien à envier aux blancs de Saint-Domingue. Quant au point de vue économique, certains rivalisaient avec les blancs les plus riches de la colonie. D'après Victor Schauser, à la veille de 1789, ils étaient possesseurs du tiers des terres et du quart des esclaves. Et aux grandes dames des Européens, vers 1790, ils se signalaient comme étant les plus grands propriétaires d'habitation caféières. Aussi, gardez-vous de penser que seule la stupide question de couleur divisait les blancs et les jaunes de Saint-Domingue. Tout simplement, menacés d'être évincés économiquement, les blancs, pour essayer de freiner l'émancipation, l'ascension sociale des mulâtres, utilisaient plus que jamais le préjugé de couleur comme une arme. De ce fait, non seulement les blancs ne leur reconnaissaient aucun droit politique, mais une série d'ordonnances surprises, les unes les plus ridicules, les plus dégradantes que les autres. À titre d'exemple, en 1766, interdiction faite aux affranchis de porter les mêmes costumes que les blancs, de s'asseoir à côté des blancs à l'église, dans les places publiques, de manger à la même table que les blancs. L'article 3 du règlement local du 4 juin 1720 indiquait déjà quels vêtements doivent porter les affranchis et libres de naissance. Et les mulâtresses étaient défendues de porter des souliers. Les ordonnances du 6 juillet 1773 et du 4 mai 1774 faisaient défense aux gens de couleur libres de porter les noms des blancs. Un édit de 1777 interdisait aux affranchis de séjourner en France. Un autre de 1778 de contracter mariage avec les blancs et dire que l'article 9 du Code noir autorisait les mariages interraciaux. Une ordonnance datée de 1781 interdisait d'appeler les affranchis madame, monsieur. L'article 11 de l'ordonnance du 3 janvier 1789 les obligeait à prendre des permis pour travailler ailleurs qu'à la culture. Sur le plan militaire, les affranchis ne pouvaient servir que dans la maréchaussée. De même, il leur était formellement interdit d'exercer des professions mécaniques,
libéral, de pratiquer le commerce en gros, de se réunir sans autorisation. Et pour comble d'avilissement, le plus pauvre et le plus misérable des Blancs gardait la préséance sur eux. Et le conseil de Port-au-Prince avait même demandé de reléguer dans les montagnes tous les sans-mêlés jusqu'aux Carterons, métis, nés d'un mulâtre ou d'une mulâtresse, et d'un blanc ou d'une blanche, d'interdire la gestion de tous les biens en plaine aux mulâtres, de leur défendre d'acquérir dans les plaines aucun immeuble, de leur enjoindre jusqu'au degré de Carteron inclusivement, et à ceux qui ont épousé des gens de couleur de vendre tous les esclaves qu'ils possèdent, et sous un an pour délai. Iliade d'Auberteuil, témoin oculaire, explique en ces termes les raisons d'ostracisme dont furent victimes les affranchis de Saint-Domingue. Chez tous les peuples qui ont eu des esclaves, des fils ou petits-fils d'affranchis étaient réputés ingénus. Mais à Saint-Domingue, l'intérêt et la sûreté veulent que nous accablions les classes des Noirs d'un si grand mépris que quiconque en descend jusqu'à la 6e génération soit couvert d'une tache ineffaçable. Menacés d'être réduits à néant, les gens de couleur ont vu dans la Révolution française un encouragement, un motif de plus à la lutte. Ils ont essayé en vain d'être représentés aux États généraux, malgré la combativité combien téméraire de la Société des Amis des Noirs acquise entièrement à leur cause. Vivant en France, fils d'une mulâtresse et d'un blanc, Julien Raymond demande au moins l'égalité pour les Carterons. Plus tard, les 26 et 28 août 1789, se présentant au club Massique pour déposer un mémoire. Il réclamait la liberté pour tout enfant né d'une négresse et d'un blanc, la jouissance des droits civils pour tous les affranchis, actuels et même l'abolition de la traite des Noirs. De son côté, Vincent Auger se trouvant en France pour un procès à cause d'une route passée sur son habitation, cria avec feu après le rejet de l'amendement de l'abbé Grégoire réclamant les droits politiques pour les mulâtres. Nous ne resterons plus sous le joug. Nos armes nous feront respecter et indépendants. N'ayant pas ébranlé la bourgeoisie française avec ses menaces, le 7 septembre 1789, Auger se porta lui aussi au club Massique, formé des représentants les plus réactionnaires de l'aristocratie coloniale, pour proposer en ces termes une alliance des propriétaires pour contenir tout soulèvement éventuel de l'ennemi commun. Si l'on ne prend pas les mesures les plus promptes, si nous ne réunissons pas vite en faisceau tous nos moyens, tous nos efforts, voilà le sang qui coule, voilà nos terres envahies, nos foyers incendiés, voilà nos femmes, nos enfants égorgés et mutilés, voilà l'esclave qui soulève l'étendard de la révolte. Le discours prophétique d'Auger au club Massique laissa foi les membres du club Massique. Alors, face à leur intransigeance aveugle, il décida d'entrer à Saint-Domingue, malgré l'interdiction du ministre de la Marine, M. de Luzerne, pour faire exécuter, de gré ou de force, en faveur des affranchis, le décret du 29 mars 1790, voté par la Constituante sous la pression de la Société des Amis des Noirs créée le 19 février 1788. Précisons que c'est un décret voté depuis le 8 mars 1790. Il fut renforcé 20 jours plus tard par des instructions définissant surtout la politique de la Constituante à l'égard des affranchis, sous la pression de la Société des Amis des Noirs. En effet, l'article 6 de ce décret stipule: toutes les personnes âgées de 25 ans accomplis, propriétaires d'immeubles ou à défaut d'une propriété, domiciliés dans la paroisse depuis 2 ans et payant une contribution, se réuniront pour former l'Assemblée coloniale. Métamorphosé, se faisant appeler Poissac,
aidé financièrement par un certain Claxon, membre de la Société des Amis des Noirs, Vincent Auger passa de l'Angleterre aux États-Unis d'Amérique où il se ravitailla en armes pour aboutir clandestinement à Saint-Domingue. À peine arrivé, il lança le 21 octobre 1790 un véritable ultimatum aux autorités blanches. Je vous somme de faire promulguer dans toute la colonie le décret de l'Assemblée nationale du 28 mars 1790 qui donne sans distinction à tous les citoyens libres le droit d'être admis dans toutes les charges et fonctions. Mes prétentions sont justes et que vous aurez égard. Ignoré par les Blancs, Auger se concerta avec son ami Jean-Baptiste Chavannes qui lui conseilla de soulever les esclaves. Symbolisant la conscience de sa classe, Auger lui répondit « Les décrets de l'Assemblée ne concernent que les libres. » Et il ajouta « Ce n'est pas à nous de montrer le chemin de la liberté aux nègres. Nous devons agir sans eux. » Auger se contenta d'écrire alors une lettre au gouverneur de Peigné, une autre à l'Assemblée provinciale du Nord réclamant l'application du décret du 28 mars 1790. Dans cette deuxième missive, rédigée dans un style réconciliant et respectueux, il écrit « Je n'ai point compris dans mes réclamations le sort des nègres qui vivent dans l'esclavage. Cet acte serait indigne de moi. » Déterminés à défendre leurs droits, 200 à 250 volontaires mulattes se regroupèrent autour d'Auger et de Chavannes. L'affrontement a eu lieu au Cap. En peu de temps, les affranchis furent taillés en pièces par les Blancs forcenés. Vaincus, Auger et Chavannes se réfugièrent en territoire espagnol. Là, arrêtés et livrés aux autorités françaises, ils furent accusés d'avoir prémédité le projet de soulever les gens de couleur. Après un procès inique et huis clos, ils furent condamnés comme des agitateurs au supplice de la Houe le 25 février 1791 et 21 de leurs compagnons à la pendaison et 13 autres aux galères. Auger et Chavannes ne disposaient pas d'une force militaire capable d'affronter réellement ces blancs forcenés. Traqués, la tête mise à prix pour avoir enfreint les lois françaises, Auger précipita son action sans aucune préparation. Au Cap, le rapport de force n'était pas favorable aux affranchis. Enfin, réformiste, n'aspirant qu'à s'améliorer dans le système colonial esclavagiste, Auger et sa bande payèrent de leur vie leur sectarisme, leur esprit réactionnaire et leurs préjugés de couleur. Prochain épisode, le mouvement des esclaves de Saint-Domingue.